Et je vous laisse la main puisque vous avez la manette en main. Donc, tout d'abord, bonjour. Donc, je suis Franck Gillard, directeur du conseil de gestion de la ville et de l'agglomération, en fait, je suis service mutualisé. Juste pour rebondir sur le discours qu'il y a eu précédemment au niveau de l'introduction, on parle effectivement de faire mieux avec moins, certes, mais vous avez dû constater qu'on a de moins en moins de sous quand même. Donc faire mieux avec moins, ça suppose aussi de se poser la question, faire moins avec moins. Alors je sais que ce n'est pas politiquement correct, hein, mais cette question-là se pose bien, faire moins avec moins. Donc peut-être rappeler le contexte au niveau d'Angers, puis après je vais dérouler la démarche. Ah, il y a un petit problème de format. D'abord rappeler que sur Angers, les services sont mutualisés depuis 2012. On a une grosse vague de mutualisation entre 2008 et 2012. Tous les services ressources sont mutualisés. Et deuxième événement aussi, on a changé de majorité en 2014. Donc c'est une démarche en termes de politique publique qui a été engagée avant avec l'ancienne équipe et qui a été poursuivie avec la nouvelle. Donc c'était aussi un vrai challenge là-dessus. Donc je déroule. Donc un quart d'heure, hein, c'est ça? Donc sur le contexte, donc l'idée c'est, vous les connaissez mieux que moi, c'est des contraintes financières croissantes, de la réforme territoriale, une agglomération, chez nous qui se transforme en communauté urbaine, de moins en moins de sous, les dotations, les DGF qui disparaissent, enfin qui se réduisent. Tout ça, vous connaissez mieux que moi tous ces aspects-là. L'idée derrière la RPP, donc c'est relecture des politiques publiques. On n'a pas trouvé mieux en termes de signes. L'idée, c'est quoi? C'est de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on continue à faire? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on arrête? Et qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Tout ça pour arriver en bout de course sur des réunions de dialogue de gestion qu'on est en train d'engager en ce moment, la semaine prochaine d'ailleurs. Tendre progressivement vers des contrats d'objectifs et aussi, bien sûr, on a déjà tenu compte de tous les travaux qui ont été engagés dans les arbitrages du BP 2016. Je ne vais pas tout dérouler. Hein. L'idée, c'est de vous montrer que tout ça, c'est un système complexe. Et il faut articuler les différents éléments, que ce soit la méthode, la démarche, l'animation, les productions et bien sûr l'évaluation de tout ça. Ce qui est innovant dans la démarche d'Angers, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'on a un cadre de politique publique unique pour les 3 collectivités. Donc une seule nomenclature des politiques publiques sur les 3 collectivités qui a été construite avec l'ancienne majorité et finalisée avec la nouvelle. Ça, c'était un vrai challenge parce que comme on l'a implémenté directement dans l'outil comptable et dans l'outil des ressources humaines, en mai 2014, la grosse question, c'est de savoir si on allait pouvoir passer au 1er janvier 2015 avec toute cette programmation. Et en fait, on a des ajustements qui ont été faits avec le cabinet, mais ils sont appropriés l'outil. Je pourrais répondre aux questions sur cette question-là, qui est un vrai sujet. Hein. Avoir une nomenclature unique sur les 3 collectivités, parce que c'est vraiment ça le challenge. Pour pouvoir voir si on peut continuer ou si on peut rationaliser des actions, il faut aussi repérer ce qui est fait sur les autres collectivités, dans la même politique publique. Je vais aller relativement vite. C'est une organisation classique avec des notions de priorité, des notions de politique, des notions de sous-politique en axe d'intervention. Je ne déroule pas, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit clair, complémentaire à la présentation budgétaire classique. Je passe. Derrière tout ça, bien sûr, c'est une animation multi-acteurs, parce que quand on dit multi-collectivité, forcément, il faut croiser les acteurs. Certes, les services étaient mutualisés, donc on avait un directeur pour les 2 collectivités. Où ça devient plus compliqué, c'est quand on fait rentrer les élus. Parce que déjà, sur une seule collectivité, on peut avoir plusieurs élus sur une même politique publique. Si vous rentrez des élus de la ville et des élus de l'agglomération, ça devient beaucoup plus chaud, mais c'est ce qu'on a réussi à faire avec un accompagnement fort des services de support d'Angers, que ce soit le conseil en orga, le conseil de gestion, direction des finances, puisque le choix du maire, c'était justement de faire au moins pareil avec ce qu'on avait, c'est-à-dire ne pas utiliser des cabinets extérieurs, donc utiliser les ressources en interne. Une organisation classique avec le maire-président, on en parlera aussi après, qui est central, hein, Christophe Béchu, qui s'appuie sur un comité de pilotage piloté par Laurent Le Sagier, le directeur général des services. Et ensuite, on avait, on peut appeler ça comme ça, des auditions qui sont déroulées sur le premier semestre 2015 par politique publique. La méthode. Donc le DGS a souhaité que
la démarche soit volontairement ramassée sur 6 mois. Donc ça suppose effectivement que les services, il y a un certain nombre de choses déjà dans leur cartable à présenter. Souvent ils les ont, parce qu'ils ont déjà travaillé tous ces aspects-là en amont. Mais c'est vrai que tout ce qui était évaluation des impacts sur le territoire, évaluation auprès des usagers, tout ça n'a pas pu être fait dans un premier temps, sauf si ça avait déjà été engagé au préalable. Mais l'idée, c'était surtout de ne pas s'embourber dans la démarche et qu'au bout de 6 mois, on ait déjà les premières orientations. Ça permettait aussi au maire-président, en 6 mois, d'avoir une vision transversale de l'ensemble des politiques publiques des 3 collectivités. Ce qui est un vrai plus là-dessus, y compris aussi au niveau de la direction générale, qui était nouvelle aussi. Une première étape qui était le diagnostic et les orientations. Où en sommes-nous pour aller où? Et une deuxième étape qui était qui fait quoi, quand, et surtout avec quel impact financier. Après, on retombe sur des fiches méthodes qu'on a volontairement voulu accessibles, avec la notion d'arbre d'objectifs. Je ne sais pas si vous connaissez cet aspect-là, qui est utilisé dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. L'idée, c'est de pouvoir rassembler sur un document à quoi sert la politique publique, avec les notions de finalité, d'objectifs stratégiques, d'objectifs opérationnels. Le mieux, c'est de prendre un exemple. Si on prend la politique transport public, pour répondre aux besoins de la politique transport public, il faut transporter et accueillir l'usager dans de bonnes conditions. Pour transporter et accueillir l'usager dans de bonnes conditions, il faut respecter les horaires. Et pour respecter les horaires, on a des notions d'indicateurs derrière, qui sont, par exemple, le taux de véhicule à l'heure, lorsqu'il entre guillemets, livre les passagers en moins de 3 minutes, de retard ou d'avance. Donc ça, c'est de la co-construction, donc c'est de la conduite du changement, co-construit avec les services, pour avoir une représentation partagée d'une carte, et que cet outil puisse être utilisé après dans le cadre de la discussion. Ça va vite, mais bon. Force, faiblesse, menace, opportunité, je passe rapidement dessus, mais l'idée c'est que chacun puisse avoir sa fiche et puisse savoir exactement ce qu'est-ce qu'on entend par une force, une faiblesse, une opportunité, une menace. Là, on commence à rentrer dans le dur, au niveau des racines. Le point important, c'est le portage. Donc c'est le projet du DGS, mais avec un portage très fort du maire-président, puisqu'il a participé. Alors j'ai mis à l'époque près de 60 heures. C'est plutôt autour de 70 heures d'audition réalisées ce premier semestre 2015. Alors tout ça, pourquoi faire? Donc effectivement pour arroser ce qu'on fait déjà, bien sûr, innover, donc faire mieux avec moins, mais aussi faire moins avec moins. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même aussi de tailler quand on peut le faire. Sur le système d'information, on s'est appuyé donc sur un système d'information unique sur les 3 structures, avec un paramétrage unique, les mêmes centres de responsabilité sur les 3 structures et les mêmes politiques publiques sur les 3 structures. Un exemple pour vous expliquer comment on a construit ça. On est parti de nos 5000 imputations, nos 5000 agents. On a essayé on les a rangés, ça fait 630 millions au total, et on les a rangés par politique publique et par centre de responsabilité. La difficulté apparaît quand sur une politique comme le déplacement, vous avez plusieurs centres de responsabilité. Parce que pour faire avancer une politique de déplacement, vous êtes obligé de travailler avec le service transport, le service déplacement. Accessoirement, ces 2 services-là se sont regroupés maintenant, il n'y a plus qu'un seul service, donc ça permet de rationaliser aussi l'organisation. Travailler aussi avec la sécurité et prévention pour les agents qui délivrent les contraventions. Travailler aussi avec les finances pour toute la versement transport. Bon, là, on voit tout de suite, quand on veut travailler sur les politiques publiques, il y a toute la notion de transversalité qui en fait tout son intérêt, mais qui pose la complexité de mettre autour de la table tous les acteurs. Donc l'idée, une fois qu'on a tous les éléments, c'est qu'on peut, effectivement, on peut compter par collectivité. Donc on a les 3 collectivités qui apparaissent là-dessus, structurées par grande priorité. Le CCAS en vert, la ville en bleu et l'agglo en orange. On peut aussi, bien sûr, les classer. Qu'on voit par exemple que sur le déplacement, ça fait 60 millions avec une grosse part sur l'agglo. Je vais vite sur le plan. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est constituée la politique publique. C'est quoi les charges qu'il y a dedans? Parce que si on dit on veut tendre vers une réduction des coûts, comme vous connaissez déjà la technique du rabot, je pense que vous aviez tous droit, nous aussi d'ailleurs, c'est qu'au moment de la préparation budgétaire, on annonce moins 2%, moins 5%, moins X% suivant les catégories. Sauf que suivant les politiques publiques et suivant les services, moins 2%, c'est pas la même chose. Si vous avez 80% de charges de personnel ou si vous avez tout délégué à l'extérieur, ça ne se traite pas de la même manière. Si vous avez des subventions qui traitent 50% de la totalité de la politique, c'est pas la même chose. Donc, quand on ressort les éléments, les grands points sur lesquels on peut intervenir en termes d'économie, c'est-à-dire les subventions et les ressources humaines essentiellement,
ça change un peu la donne, parce que dans ce cas-là, vous voyez très bien que sur le déplacement, comme la grande partie, à 45 millions, est déléguée à une structure privée, les marges de manœuvre ne sont pas du tout les mêmes que si on travaille sur l'éducation enfance, que sur les personnes âgées, etc. etc. Donc ça permet à chacun, notamment à la nouvelle équipe, d'avoir une vision des marges de manœuvre sur lesquelles on peut faire des économies. Je vais accélérer. Peut-être montrer les résultats finalement sur un exemple concret. Alors sur les résultats, ça je passe. Les livrables peut-être rapidement. Donc sur le livrable, vous aviez la fiche en question, là, sur rayonnement et coopération, vous avez la part des grandes catégories de dépenses. Et bien sûr, j'ai oublié d'indiquer les recettes aussi, parce qu'on a un effet aussi sur les recettes. Derrière ça, vous avez l'arbre d'objectifs tel que je vous l'ai indiqué. Et derrière ça, vous avez un tableau présentant force, faiblesse, menace, opportunité et les différentes propositions d'action qui permettent de tendre vers soit des économies, soit des réorientations. Ça, je passe. Et qui fait quoi, quand et comment? En fait, c'est la même chose, mais avec les noms des personnes qui doivent mettre en œuvre. Trop petit pour vous, de toute façon. Voilà, par exemple, revoir l'organisation des structures petite enfance. Ça, c'est une proposition. Les enjeux derrière ça, c'est un gain net de 150 000 €. On est en train de travailler dessus. Je passe sur l'évaluation. Ça, c'est l'évaluation des différents acteurs, comment ils ont ressenti la démarche de concertation, de conduite de changement. Donc, c'est partagé, mais c'est plutôt plus vert que rose ou rouge. Donc, c'était plutôt, à mon sens, une réussite. Notamment chez les décideurs, on a la même chose sur le maire-président qui a aussi participé à l'évaluation. Ça, je passe, c'est les commentaires. Voilà, donc les premiers résultats. Donc après, c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont classiques. L'intérêt de la démarche, c'est d'amener tous les acteurs à partager une vision commune et conduire le changement ensemble. Donc derrière ça, vous avez l'exemple de plan d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Ça, c'est un classique. L'idée, c'est de l'engager. Les réajustements des tarifs, ça aussi, c'est ce qu'on fait généralement plus facilement. C'est plus facile de jouer sur les tarifs que sur les dépenses. Donc on a avancé aussi là-dessus. Mais on a aussi avancé sur les dépenses. Sport et loisirs, c'est une réflexion en cours sur l'idée de responsabiliser les acteurs qui occupent les gymnases en mettant en place un système de badge qui permettrait de rationaliser la gestion des gardiens. Donc là, il y a de l'enjeu. L'action culturelle, là c'est plus politique, on l'a vu que sur le culturel, les subventions étaient très importantes. Il faut s'interroger sur la périodicité des manifestations. Est-ce qu'on fait des choses tous les ans ou est-ce qu'on fait en place des biennales? Donc, c'est politique. Hein. Donc, on renvoie aussi à chacun sa responsabilité. Parc Jardin Paysage, c'était de se recentrer sur ses missions. Il faisait beaucoup de choses qui ne rentraient pas dans son champ. Donc, on est en train d'élaguer tout ça. Propreté urbaine, c'est des avancées techniques ou technologiques avec la mise en place de la collecte latérale qui nous amène à repenser aussi notre organisation des ressources humaines et le redéploiement du personnel entre les différents services. Cycle de l'eau, c'était là en termes de recherche de clients, on a un potentiel de production important, donc on développe d'autres aspects là-dessus. J'ai d'autres exemples qui sont apparus depuis. On a l'exemple de la piscine. Donc, au niveau de la piscine, on a constaté que, mais ça c'est typiquement français, c'est qu'il faut un traitement de l'eau plus important que dans les autres pays européens. Je ne sais pas ce qu'on y fait dans la piscine, mais à mon avis, pas tout ce qu'il faut. Donc, ce qui a été mis en place directement par le service, c'est un système de douche avec tout ce qu'il faut pour se laver avant, et avec une campagne de communication, ce qui fait que ça nous a permis de réduire le traitement d'eau par baigneur de 15 à 20%. Donc sur un équipement piscine qui a un coût de revient de 12 € en coût complet par rentrée, 6 € sans amortissement, c'est pas neutre. Voilà, je suis dans les temps. Super, peut-être pour conclure, on reviendra avec les questions sur certains éléments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été brossés là. Oui, là j'étais très vite. Ouais. Merci de votre attention. Merci. Donc c'est un premier cas qui est intéressant parce que, me semble-t-il, la ville d'Angers s'est autorisée finalement à revoir ce mode de fonctionnement actuel sur l'exercice des politiques publiques, ce que les collectivités, me semble-t-il, sont peu habituées à faire, puisqu'on se pose souvent des questions de comment je vais faire quelque chose de nouveau, sans remettre en cause ce que je fais déjà. Donc ce qui me semble intéressant là, dans cette première expérience, c'était justement de s'autoriser à relire les politiques publiques et à essayer de voir comment on pouvait améliorer le fonctionnement actuel. Un deuxième exemple,
il est sur les mêmes problématiques, mais sur un zoom particulier, c'est celui de la problématique patrimoniale. Donc la chaire a travaillé avec la ville de Pau et notamment le concours de Madame Bordenave qui nous a beaucoup soutenu sur finalement la mise en place d'une stratégie patrimoniale. C'est un peu ce qu'évoquait M. Brun tout à l'heure. Quels sont les choix que l'on doit faire? Comment décider, entretenir, maintenir, acheter, céder? Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de mettre en place des outils décisionnels à disposition des élus pour alimenter cette décision. Donc je laisse là aussi la parole sans tarder à Joël Bordenave et à Yohan Keroy que je remercie de leur présence. Merci David. Donc effectivement, la chaire Optima accompagne la ville de Pau depuis de nombreuses années maintenant. Merci. Sur tout ce qui concerne l'évolution de sa gestion patrimoniale. Nous avons voulu vous présenter aujourd'hui une partie de ce travail. Nous avons centré la présentation sur les enjeux et sur les modalités de mise en œuvre de la stratégie patrimoniale de la ville de Pau. Et puis pour faire simple, nous avons scindé cette présentation en trois blocs, en trois parties. Les objectifs de l'étude que nous avons menée, les moyens, et puis on finira par les résultats. Donc cette étude, nous avons tout d'abord cherché à répondre à un contexte contraint par l'optimisation du patrimoine, parce que bien évidemment, la gestion patrimoniale apparaît comme un levier dans la recherche d'optimisation de la gestion locale. Tout d'abord, au niveau national, le patrimoine public est porteur d'enjeux importants. C'est tout d'abord un objet de préoccupation récent au sein du secteur public de manière générale, mais aussi au sein des collectivités locales en particulier. Cette thématique a été traitée dans de multiples rapports et recommandations émanant de la Cour des comptes, du Sénat, de l'Assemblée nationale par exemple. Le patrimoine des collectivités locales, il est important puisque c'est environ 20% du patrimoine immobilier français. On recense en moyenne à peu près 250 équipements pour des collectivités de 100 000 habitants, ce qui fait une surface moyenne de 300 000 mètres carrés. Le patrimoine, c'est aussi une charge importante, une charge récurrente pour le budget de fonctionnement, de l'ordre de 8% pour des collectivités de 70 à 100 000 habitants. Et puis, on recense un patrimoine moyen de 99 millions d'euros tout de même pour des collectivités de 30 à 50 000 habitants. Et cela monte à 188 millions d'euros même pour des collectivités de strates un petit peu supérieures. Alors, vous rendre compte du patrimoine palois qui est important sur le plan quantitatif et financier, même s'il a commencé aujourd'hui sa cure d'amaigrissement, puisqu'on a vendu quelques bâtiments depuis les années 2010 et qu'on en a démoli certains autres. Donc, pour qualifier ce patrimoine, quelques adjectifs. Un patrimoine contraint, puisqu'il est affecté à des missions de service public et qu'il est difficilement réutilisable sans opération lourde de réaménagement. Un patrimoine ancien et même très ancien. Alors, on peut y voir deux choses. C'est un patrimoine qui a parfois une grande valeur patrimoniale et une valeur de témoignage, comme toutes les villas issues de la villégiature anglaise du 19e siècle qui ont beaucoup marqué la ville de Pau, mais c'est surtout un patrimoine très vétuste, parce que la ville de Pau a fait des réserves foncières, c'est un peu dans sa tradition, elle fait des réserves foncières d'abord sur des terrains non bâtis, parce que ça correspond à une période de son développement, et puis des réserves foncières sur le patrimoine bâti pour reconstruire la ville sur la ville. Alors cette politique d'acquisition du patrimoine bâti, elle a commencé dans les années 50 pour certains éléments du patrimoine. Elle s'est accélérée autour des années 80, et les projets pour lesquels les acquisitions ont été réalisées n'ont pas, pour des raisons très diverses, été menés à bien à ce jour, et donc le patrimoine a atteint un degré de vétusté qui est aujourd'hui préoccupant. Ce patrimoine contient quand même des éléments, des bâtiments très emblématiques. Le Palais des Congrès, dans lequel nous sommes aujourd'hui, appartient à la ville de Pau. Nous avons aussi un zénith, un palais des sports pour notre équipe de basket de Pro A, et puis un complexe de pelote unique en France.
Donc nous avons aussi quand même de très belles choses. Mais nous avons un patrimoine divers et très hétérogène. Curieusement, nous avons très peu d'immeubles de bureaux. Nous avons surtout des immeubles d'habitation et des logements qui ont été ensuite convertis en immeubles de bureaux. Je pense que ça doit être le cas dans beaucoup de villes en France. Et puis nous avons tous ces immeubles vétustes, toutes ces petites maisonnettes qui ont été acquises pour mener des projets inscrits au PLU et qui n'ont pas été aujourd'hui réaffectés. Alors peut-être quelques chiffres pour montrer l'importance du patrimoine, ou au moins la charge qu'il représente sur le budget de la ville. En termes de fonctionnement, pour les opérations de maintenance courantes et les fluides, ça représente environ, sur l'exercice 2014, 5 millions d'euros. Il faut y ajouter les charges de copropriété et les impôts fonciers qui représentent pas loin de 1 million d'euros également. Donc ça montre l'intérêt dans cette période de raréfaction des ressources de s'intéresser à la gestion patrimoniale et de réduire, il est très important de réduire le stock et de se débarrasser des éléments inutilisés. Donc en lien avec ce premier objectif, nous avons aussi cherché à répondre aux insuffisances des pratiques de gestion du patrimoine des collectivités locales. Nous avons notamment constaté au niveau national plusieurs points majeurs. Une certaine méconnaissance tout d'abord de la part des collectivités locales, de leurs ensembles bâtis et non bâtis. Une certaine faiblesse des outils d'inventaire qui est bien évidemment liée à la faible connaissance qu'elles ont de leur patrimoine immobilier. À la faiblesse des outils de gestion aussi qui peuvent être employés par les collectivités locales. Le patrimoine, c'est aussi, la gestion patrimoniale, c'est aussi une multitude d'acteurs qui interviennent sur le patrimoine immobilier de manière directe ou de manière indirecte. Et cela engendre bien évidemment certaines difficultés dans la circulation des informations, dans le partage des informations entre des acteurs qui ont parfois des logiques différentes, voire même des logiques qui s'opposent entre des juristes, entre des urbanistes, entre des techniques, entre des services financiers par exemple. On n'a pas toutefois la même logique d'intervention sur le patrimoine immobilier. Mais nous avons beaucoup d'espoir, donc un diagnostic palois porteur de levier d'amélioration. Alors il est marqué par un manque de visibilité, il était marqué par un manque de visibilité sur la structuration et la consistance du patrimoine. En fait, la connaissance était très empirique, chacun avait la sienne, elles étaient rarement croisées, et donc chacun s'autorisait les usages qui lui paraissaient le plus conformes au patrimoine qu'il convoitait. Il nous manquait une tour de contrôle en fait, une vigie pour valider tous les projets qui se faisaient jour par-ci par-là. Donc un éclatement des prises de décision sur les évolutions du parc, une gestion au cas par cas, pas toujours très rationnelle, pas toujours la plus économique, et un besoin de davantage de rationalité managériale. Alors on peut se demander pourquoi, on parle beaucoup de finances, donc évidemment pour dépenser mieux, pour dépenser moins, mais aussi peut-être pour assumer tout simplement ses obligations de propriétaire. Le Code civil nous dit qu'on est responsable des choses dont on a la garde. Donc il s'agit aussi, à travers l'optimisation du patrimoine, de limiter les risques pour la collectivité. Donc nous avons ainsi cherché à mieux piloter le patrimoine palois, notamment en essayant de créer de l'analyse globale sur le parc immobilier de la collectivité, notamment en mettant en perspective des caractéristiques types sur les bâtiments, afin de pouvoir éventuellement les comparer les uns aux autres. Nous avons aussi cherché à produire de l'aide à la décision, bien évidemment, pour les élus, pour la direction générale, et de produire cette aide à la décision sur la base d'indicateurs. Et puis, bien évidemment, une des finalités aussi, c'était de dégager des actions structurantes sur l'évolution en fait, du parc immobilier palois, que ce soit en termes de cession, que ce soit en termes de démolition, mais aussi en termes d'opérations de rénovation, par exemple. Quels moyens nous avons mis en œuvre La démarche participative.
Tout à fait. Donc nous nous sommes engagés dans une démarche participative et transverse. La mission qui a été confiée à Johan Keroy par la ville de Pau a permis à la collectivité d'envisager un fonctionnement en mode projet, de réunir toutes les compétences au sein d'un même groupe de travail, donc les compétences administratives, techniques, juridiques, financières, et de réunir tous les services en charge de problématiques patrimoniales, les principaux services en tout cas, les sports, la culture, les sports, la culture, la vie associative, puisque nous avons un très important parc associatif. Donc ça a été un point très très important de la réussite du projet. Nous avons bien évidemment commencé cette étude par un diagnostic initial qui est bien évidemment indispensable. Nous avons tout d'abord étudié les outils employés par la ville de Pau pour gérer son patrimoine immobilier. Et nous avons révélé à ce titre plusieurs constats relativement marquants. Je vais en énoncer quelques-uns. Les outils de gestion déjà employés par la ville de Pau étaient plutôt infra-annuels, c'est-à-dire qu'ils permettaient plutôt de générer des informations sur le patrimoine immobilier à court terme. Peu d'entre eux généraient de la planification et concernaient des horizons pluriannuels. De plus, les outils étaient plutôt présents au niveau opérationnel, au niveau des agents, au niveau des agents et des services, en relation directe avec les problématiques patrimoniales. Mais peu d'instruments étaient mobilisables par les élus, voire par la direction générale, sur donc des niveaux plutôt stratégiques de l'organisation. Donc nous avions affaire dans la majorité des cas plutôt à des outils destinés au suivi et à la mise en œuvre des opérations administratives et juridiques liées au patrimoine, des opérations liées à la sécurité sur les bâtiments ou aux gros travaux par exemple. Nous avons aussi cherché à étudier l'organisation bien évidemment de cette fonction patrimoniale. Les modalités d'organisation, en fait, nous les avons étudiées sur plusieurs points. La structure organisationnelle, tout d'abord, de la fonction patrimoniale paloise, les processus décisionnels et informationnels, ou encore le lien entre la gestion patrimoniale et les fonctions plutôt métiers, plutôt opérationnelles de la ville de Pau. Donc plusieurs faits marquants sont ainsi à relever. Un certain éparpillement, tout d'abord, de la fonction patrimoniale au sein de l'organisation. Des difficultés de transparence quant au processus informationnel et décisionnel autour du patrimoine immobilier. Une certaine complexité également, parfois, à délimiter les périmètres d'intervention des services qui travaillaient de manière directe ou indirecte sur le patrimoine. Une fonction patrimoniale alors que l'on peut qualifier de plutôt à professionnaliser parce que certaines tâches d'un gestionnaire de parc n'étaient pas forcément réalisées ou alors trop éclatées au sein de l'organisation pour être mobilisables. Et puis, on a aussi constaté une certaine défaillance à placer les ressources patrimoniales en tant que support des services métiers de l'organisation. Donc, ce diagnostic organisationnel et instrumental nous a conduit à engager la mise en œuvre tout d'abord ce qu'on a appelé d'une matrice à tout attrait du patrimoine. Quels sont les principes d'application de cette matrice? Alors tout d'abord, on a cherché en fait, on a eu l'idée d'un article publié par Christophe Avereux dans la revue Politique et Management Public. C'était une démarche employée par le Centre national d'études spatiales qui gérer et prioriser ces projets selon cette matrice à tout attrait. En fait, on a cherché à transférer, à adapter cette innovation, à l'adapter au patrimoine immobilier d'une collectivité locale. Et donc, cela a donné la chose suivante. On a travaillé sur les atouts d'un bâtiment qui, en fait, concerne plutôt la qualité intrinsèque d'un ensemble bâti, c'est-à-dire la capacité d'un immeuble à être utilisé par la collectivité dans des conditions satisfaisantes de coûts, d'exploitation et de risques, alors que les attraits concernaient plutôt l'intérêt d'un bâtiment pour la collectivité, c'est-à-dire sa contribution à la réalisation d'une politique publique, par exemple. La mise en œuvre de cette démarche, alors on a listé plusieurs items à noter avec une notation très très simple de 0 à 3, puisque bien évidemment on partait de très loin et on n'avait pas toutes les informations liées au patrimoine immobilier. Donc il a fallu procéder à une notation très simple et on a fait noter tous les acteurs de l'organisation, des acteurs politiques, des acteurs administratifs, en fonction de leur domaine de compétences respectifs. Par exemple, sur les atouts, on avait des indicateurs qui touchaient à l'état du patrimoine, à l'état technique des différents éléments, à la maintenance, à l'énergie, c'est-à-dire à la performance énergétique d'un bâtiment, à sa conformité, à l'accessibilité, à la conformité incendie,
ou encore à la sécurité par exemple. Alors que dans les attraits, on a cherché à noter des choses comme l'occupation ou l'affectation, l'usage d'un bâtiment, sa correspondance aux besoins des utilisateurs, des choses liées à l'urbanisme, à l'environnement, mais aussi l'intérêt stratégique d'un bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'il correspondait, est-ce qu'il avait un intérêt dans la mise en œuvre d'une politique importante pour la ville de Pau. Et en fait, cette matrice à tout attrait, elle a été la première pierre posée à l'édifice de l'élaboration d'une stratégie patrimoniale pour la ville de Pau. Alors, dans stratégie patrimoniale, on entend quoi? On entend en fait la détermination, la prévision pluriannuelle d'objectifs et de moyens affectés à la gestion patrimoniale. Et puis, c'est aussi la stratégie patrimoniale, c'est aussi répartir des rôles entre des acteurs qui doivent être responsabilisés et qui, du coup, doivent être en capacité d'évaluer les actions dont ils ont la charge. Et du coup, cette stratégie patrimoniale, elle repose sur plusieurs éléments. La notion d'objectif, tout d'abord, qu'il soit objectif politique ou qu'il soit objectif opérationnel. Elle repose aussi sur une organisation, sur des responsabilités. On a aussi cherché à rattacher les moyens financiers et les moyens humains à cette stratégie patrimoniale en vue de mieux allouer des moyens financiers et des moyens humains à des actions qui doivent être priorisées. Et puis, on envisage aussi d'évaluer cette stratégie patrimoniale. Enfin, pour finir, on va essayer de faire vite, mais on va aborder quelques résultats de cette étude. Donc, tout d'abord, les résultats ils tiennent à la création d'une matrice à tout attrait d'aide à la décision sur le devenir du patrimoine immobilier de la ville de Pau. Et puis Joël va vous présenter un des graphiques qu'on a pu produire. Voilà, alors la matrice elle est composée d'un graphique et d'un tableau. Le graphique il classe les bâtiments en quatre, enfin plutôt il les situe au sein de 4 classes. À droite du graphique ce sont les bâtiments les plus intéressants que l'on conserve dans le parc. À gauche ce sont les bâtiments qui posent questions. Donc on a des bâtiments avec un parc inadapté et un parc secondaire. Ce classement il a été fait à partir de segments que on a découpé l'ensemble du patrimoine de la ville en 6 segments et pour chaque segment il y a un graphique qui classe les bâtiments puisqu'on n'aurait pas pu tout faire rentrer sur le même graphique et là on vous présente le segment qui concerne le patrimoine des services. Donc ce graphique à tout attrait, il repose bien évidemment sur un indicateur à tout attrait qui doit nous aider à la décision en matière d'investissement. Et en fait, c'est sur la base de cet indicateur que nous avons produit des plans de cession, de démolition ou de rénovation, dont encore une fois, un exemple vous est présenté ici. Voilà, alors c'est un tableau qui détaille un peu le graphique, parce que le graphique c'est très visuel, mais c'est un peu brutal. Donc on nous donne dans le tableau un détail de la notation, un atout et un attrait, et une identification précise des bâtiments et surtout de leur occupation, parce que c'est très important pour les décisions à prendre. Et donc à partir de ça, on a fait un fléchage des bâtiments, ceux que l'on conserve, ceux que l'on maintient, ceux où l'on doit mutualiser les occupations, ceux que l'on doit vendre. Et on a ciblé des actions pour la ville ou pour des partenaires de la ville et le concessionnaire notamment de l'opération du centre-ville. Un des résultats aussi importants concerne la stratégie patrimoniale. Donc on a travaillé sur une stratégie en arborescence à 3 niveaux. Le niveau politique, donc le niveau de la politique patrimoniale, un niveau intermédiaire plutôt celui des missions, et puis un niveau très opérationnel, celui lié à la notion d'action à activité. Donc on a travaillé sur la politique patrimoniale notamment avec les élus afin de définir une ambition politique. Elle est la suivante, c'était plutôt rationaliser le patrimoine immobilier de la ville de Pau tout en contribuant à l'image, à l'attractivité de la ville et puis surtout en réduisant le volume et en optimisant l'occupation. Donc cette politique patrimoniale, on l'a fait reposer sur un élu référent mais aussi sur le groupe foncier, c'est-à-dire un espèce de... ce qu'on peut appeler un groupe de pilotage mis en place par la ville de Pau, mais aussi sur une structure administrative également référente, même si tous les services de l'organisation prennent évidemment partie dans la mise en œuvre de cette stratégie patrimoniale. Donc le deuxième niveau, le niveau intermédiaire, c'est celui des missions patrimoniales. Donc en fait, on a déterminé 9 missions patrimoniales pour la ville de Pau, pour la stratégie patrimoniale de la ville de Pau, avec à chaque fois des objectifs stratégiques, des élus référents, mais aussi des structures, des services administratifs pilotes.
La première mission, qui a une place bien évidemment très importante dans la stratégie patrimoniale de la ville de Pau, c'est la mission plutôt des cessions et des démolitions. Ensuite, on a travaillé sur les constructions et les grosses rénovations, c'est-à-dire plutôt les projets d'investissement importants portés par la ville d'ici la fin du mandat. Une mission en gestion de l'usage et de l'occupation. Ensuite, une mission plutôt liée au secteur juridique et à la gestion locative, gestion de l'hygiène et de la sécurité des bâtiments, gestion de l'énergie et des fluides, des choses sur la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Une mission acquisition également, même si elle est plutôt réduite à une peau de chagrin, parce qu'au final, c'est plutôt des acquisitions qui concernent seulement des projets de voirie. Et puis enfin, une dernière mission qui est plutôt transversale, qui était une mission connaissance et pilotage patrimonial. Et en fait, derrière ces missions, on trouve à chaque fois un niveau très opérationnel et très concret d'action à activité. Alors on a tout d'abord voulu distinguer les actions et les activités, puisque une action pour nous c'était plutôt un projet, quelque chose qui est plutôt exceptionnel avec un début et une fin, alors qu'une activité est plutôt mise en œuvre de manière récurrente par les services. Et donc ça donne, on vous a mis un exemple d'action-activité, mais j'ai bien compris que je vais passer très vite dessus. Voilà. Donc cette stratégie patrimoniale, en fait, elle est encore en cours. C'est un travail qui n'est pas tout à fait abouti. Néanmoins, on a quand même voulu, parce qu'on touche déjà quelques finalités, quelques retombées importantes de ce travail-là. Donc on va quand même vous en parler aujourd'hui. Une des premières finalités, c'est de gérer les transversalités entre les services, puisqu'on l'a déjà dit, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent sur le patrimoine. On avait des difficultés dans les périmètres d'intervention de chacun. On se marchait un petit peu parfois sur les pieds. Du coup, d'où l'importance de décrire cette stratégie patrimoniale et de définir les responsabilités de chacun. C'est aussi l'objectif de mieux allouer les moyens budgétaires, les moyens financiers, mais aussi les moyens humains à des actions qui auront été priorisées et fléchées par des élus, par la direction générale. C'est aussi arriver à élaborer une politique patrimoniale dans laquelle personne ne travaille dans son coin, puisque chacun est responsable d'une action, mais peut aussi intervenir dans la mise en œuvre d'une autre. Du coup, on sait ce qui se fait ailleurs. On a créé des feuilles de route par mission patrimoniale qui sont mobilisables du coup par les élus, par le groupe foncier, des plans de charge par service également qui doivent servir en fait de fil conducteur sur le travail qu'ils ont à mener. Et puis on envisage, même si on n'en est pas encore tout à fait là, à suivre et à évaluer cette stratégie patrimoniale. On a fait juste pour finir un zoom sur une feuille de route, la feuille de route des cessions et des démolitions, puisqu'elle est assez parlante. Donc en fait, elle recense ici quelques ventes, quelques démolitions à mener, avec à chaque fois des caractéristiques importantes liées à la direction qui pilote l'action ou l'activité, liées à l'agent référent, c'est-à-dire on a à chaque fois déterminé des agents chefs de projet. On a travaillé sur des objectifs un peu plus opérationnels, des élus référents lorsque cela était nécessaire, des dates de début et de fin bien évidemment, des directions participantes aussi, des niveaux de priorité, des actions et des activités, et enfin un critère plutôt sur la localisation. Autrement dit, on s'est doté des outils de pilotage à la mesure des enjeux et des enjeux d'optimisation du patrimoine de la ville de Pau. Mais ce n'est pas fini, c'est là que l'histoire commence. Ces outils, il va falloir les faire vivre, il va falloir les évaluer, il va falloir peut-être réajuster certaines actions. Voilà. Donc il reste beaucoup de travail. Merci. Encore une fois, une intervention riche, me semble-t-il. On aura des questions. J'ai reçu déjà quelques SMS, mais vous pouvez m'en envoyer. On les posera tout à l'heure, les questions. Donc, je propose qu'on termine la partie pratique, je dirais, avec l'intervention de M. Thomas, qui va nous dire comment, justement, cette problématique de modernisation ou de planification stratégique est menée sur Toulouse Métropole. Merci. Donc je vais vous présenter, en essayant de maintenir le rythme des 15 minutes à peu près, un sujet qui est assez vaste et qui nous a beaucoup mobilisé depuis 2 ans, début du mandat, qui concerne donc le titre que j'ai indiqué ici, qui correspond assez largement à l'esprit de ce que nous souhaitons faire à Toulouse. Une mobilisation des énergies, je parle de structure interne, on est sur un fonctionnement interne de la collectivité. Simplification des processus, respect de la dépense publique, je suis toujours très sensible au mot respect dans le cas de la dépense publique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement en termes simplement de volume, sans rentrer dans d'autres détails sur notre action? C'est à la fois bien sûr une commune et une métropole, donc nous avons des services mutualisés pour une part, je vais y revenir dans 2 secondes,
Toulouse, 466 000 habitants. J'ai mis 5 000 habitants par an. C'est un peu variable d'une année à l'autre. C'est plutôt au moins 5 000. Hein. Budget de 786 millions d'euros cette année. Toulouse Métropole, 748 000 habitants, 37 communes, 8 000, parfois 10 000 habitants par an. Et ça continue. Les perspectives de logement sont vraiment dans cette tendance. Un budget d'1,5 milliard d'euros pour l'année qui vient. Donc 2 collectivités partiellement mutualisées. J'ai mis un chiffre précis du nombre d'agents, ça change évidemment tous les jours. De l'ordre de 12 752 agents permanents, avec les renforts et autres, on est à 13 500 agents environ. Ce qui, en termes de management, n'est sans doute pas la structure la plus adaptée, mais il faut bien entendu essayer de faire les choses le mieux possible dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire un peu plus précisément sur la métropole? D'abord, c'est une organisation qui est ancienne, sur laquelle s'est greffée la communauté urbaine d'abord, puis la métropole. La ville de Toulouse a été longtemps le moteur de l'action municipale, d'action publique locale sur le terrain. La métropole est évidemment récente puisque sa création date de l'an dernier, et la communauté urbaine elle-même n'a daté que de 2009. Donc on sent bien qu'il y a une culture plutôt municipale dans les méthodes et dans les processus, même si ce qui a été d'abord le district puis jusqu'à la métropole avait pris quelques habitudes, je dirais, de souplesse et peut-être aussi d'effectifs plus réduits, qui permettaient bien du management, je dirais, plus de proximité et sans doute plus réactif. On a une structure dont on a donc hérité, c'est un grand mot, mais enfin qui existe comme ça, sous cette forme. 23 directeurs sont encore largement, ou directement sous l'organigramme ville de Toulouse. 10 sont directement ou exclusivement en métropole. 32 directeurs, donc 70 directeurs environ, sont des directeurs en fonction mutualisée, et la direction générale elle-même qui est totalement mutualisée avec un directeur général des services, 4 délégués généraux dont je fais partie, et 3 DGA, plus des directions ressources. Les inconvénients de ces grosses structures qui ont un passé, qui ont fait beaucoup de choses, mais qui vivaient, je dirais, dans une époque où on avait peut-être une autre conception du management, c'est donc une culture du management à développer, très certainement, peu d'indicateurs ressources, c'est le moins qu'on puisse dire, heureusement davantage d'indicateurs métiers, des cadres dirigeants qui étaient très métiers, qui sont peu habitués à une vision plus transversale, donc un manque d'autonomie de ce fait, et très peu de mobilité interne. Alors ce n'est pas un portrait totalement positif, mais heureusement il y a aussi beaucoup de réactivité. Je ne l'ai pas mis les points positifs évidents. C'est une collectivité où quand on commence à sentir que ça démarre très vite. Mais il faut bien sûr mettre les choses en place. Alors le plan d'action. On a essayé de faire quelque chose qui avait de la cohérence et qui était ambitieux. Alors on va retrouver des choses qu'on connaît de plus en plus dans la pratique professionnelle. Très objectivement, la difficulté de l'exercice, c'est d'abord d'avoir une vision globale, de mobiliser tout le monde, avec des cultures quand même très différentes, encore une fois une culture du management faible, et de mener tous ces chantiers avec une cohérence et en essayant de les faire avancer à un rythme suffisamment régulier pour que la dynamique qu'on essaye de créer se retrouve jusqu'au bout et ne soit pas perdue en route par le quotidien ou par les urgences. Donc, première idée, mettre en place une démarche d'évaluation des politiques publiques. Donc, on en a beaucoup parlé ce matin, on en parlera encore, j'imagine, dans la journée. Mais très sincèrement, je dis souvent, il y a 2 éléments qui aujourd'hui sont les plus précieux dans notre activité, dans notre métier. C'est bien entendu, je commencerai par celui-là, mais je pense qu'il est même moins important que le second, les moyens financiers, qui sont forcément plus contraints, mais surtout les ressources humaines, les ressources de nos collaborateurs, qui sont un bien d'une grande richesse, dont on a le devoir et l'obligation d'avoir le meilleur usage, avec des guillemets, aussi bien pour la collectivité, l'habitant, que pour le collaborateur lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut largement s'influer à travers l'évaluation des politiques publiques. Je ne suis pas venu parler de ça très longuement, mais on pourrait développer beaucoup de choses là-dessus. On a souhaité créer tout de suite un réseau interne d'auditeurs de gestion. Je vais y revenir, ce sont des pratiques innovantes qui ont pour but de provoquer par capillarité une culture de la gestion et du contrôle de gestion à travers des pratiques concrètes qu'on va évoquer dans quelques instants. Bien sûr, contrôler la masse salariale avec plutôt un pilotage, mais déjà un contrôle dans un premier temps. La tendance sur les 20 dernières années, c'était 4-5% de croissance de la masse salariale par an, voire 6%. N'oublions pas quand même qu'il y a une croissance démographique, donc il faut atténuer ce chiffre de 2% à peu près par rapport à des communes ou des régions ou des départements dont les stabilités démographiques seraient la règle. Mais ça restait quand même très fort et on avait quand même comme obligation de très très vite contrôler d'abord et ensuite piloter. Mais mettre en place les encadrants en position de véritables managers, c'est la règle du succès.
Si on n'a pas dans nos encadrants, sur une structure de 12 000 ou 13 000 personnes, des encadrants qui prennent en charge les fonctions managériales, on peut s'évertuer au niveau du président de la métropole, on peut s'évertuer auprès de son équipe de vice-président, on peut s'évertuer au niveau de la direction générale, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que les directeurs s'emparent des fonctions managériales et aient envie de s'en emparer. Donc il ne suffit pas de l'expliquer, il faut aussi donner l'envie et donner quelque part les moyens d'avoir cette envie. Placer les directions ressources en position de conseil et de soutien. Les directions ressources, c'est classique dans les grosses structures, avaient tendance à être un peu garants et au-delà de garants, même parfois jaloux de leurs prérogatives en termes RH, en termes finance et autres. Et les directeurs étaient bien contents parfois d'avoir à se battre juste sur leur partie métier et pas avoir une vision plus large des fonctions ressources. On va essayer de remonter, on a commencé à remonter ces fonctions beaucoup plus au niveau du terrain de la proximité et faire en sorte qu'on rentre davantage dans le conseil. Donc nos directions ressources vont rentrer et rentrent dans des démarches de conseil, d'appui et de substitution quand les sujets deviennent complexes, mais ne font pas à la place. Mettre en œuvre un vaste plan de lutte contre l'absentéisme décliné à tous les niveaux, ça on est en train de le lancer avec des entretiens de retour très personnalisés, l'aide de nos médecins du travail, des rencontres. Alors je ne le mets pas ici, mais il faut l'avoir à l'esprit tout le temps, très très longtemps de dialogue social. Tout ça s'accompagne d'une transparence dans le dialogue social, d'aller-retour. C'est pas simple parce qu'évidemment c'est du changement. Le dialogue est assez riche. Je ne dis pas qu'on a des positions complètement identiques, mais en tout cas il n'y a pas de chaises vides, il n'y a pas de conflit majeur à ce stade, il peut y en avoir, mais en tout cas on passe beaucoup de temps et d'énergie dans le dialogue social. Et on va y revenir parce que ça va être quelque chose qu'on va essayer de redescendre davantage au niveau du management, tout en conservant la responsabilité bien sûr en tête. Et puis lancer un véritable chantier de gestion prévisionnelle d'emploi et des effectifs, c'est classique, mais ça n'existe pas. Et quand on est dans des métiers qui sont à la fois obligé de bien calibrer les métiers, les charges et les fonctions de chacun, ça on l'a vu tout à l'heure, on le reverra. Mais en plus, nous le savons tous, on va avoir des transformations de nos métiers dans des proportions et à une vitesse tout à fait inédite. Ne pas avoir d'outils de GPEC qui soient non seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et j'ai entendu déjà des choses depuis ce matin qui montrent qu'on va avoir des ateliers, j'imagine cet après-midi, qui vont le développer avec des visions quand même beaucoup sur les nouveaux métiers, avec d'ailleurs des réflexions à mener avec le centre de gestion, avec le CNFPT, comment préparer à ces nouveaux métiers, parce que ça ne doit pas se faire qu'au niveau de la collectivité, soit une réflexion globale, donc c'était un des sujets majeurs de notre réflexion. Alors j'ai dû me tromper de bouton, donc je ne sais plus où il faut aller, donc je ne sais plus comment. Relancez-moi ça, merci, c'est gentil. On m'a dit à droite, à gauche, et j'ai appuyé en haut. Bon voilà, ne fallait pas. C'était innovant. Donc, et en plus, on a un temps compté. Alors voilà. Donc là, je vais dérouler. Voilà. Alors, mettre en place une démarche d'évaluation des politiques publiques, je vais pas tout vous lire parce que vous savez lire parfaitement bien. J'espère que c'est pas trop petit. C'est peut-être ce qui est un peu petit. Bon, on a constitué une mission d'experts de haut niveau, on est en train de les recruter avec quelqu'un qui a déjà une expérience très affirmée dans le métier dans d'autres métropoles et on va essayer de faire quelque chose, je ne lis pas forcément ce qui est écrit parce que je sais ce qui est en tête, on va essayer de faire quelque chose qui est à la fois de faire suffisamment de modélisation à un niveau assez rustique quand même, mais pour qu'on acquiert une crédibilité, une véritable crédibilité sur la méthodologie. On va d'ailleurs, j'espère, travailler avec Optima là-dessus et avec d'autres, pour ensuite réaliser on a commencé d'ailleurs des premières évaluations. Et encore une fois, je suis aussi allé visiter le secrétaire général de la modernisation de l'action publique à Paris. La règle de ce succès, ce sera la transparence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait nos évaluations, il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas les cacher, alors il faut voir comment on les diffuse, évidemment, il ne faut pas forcément non plus être masochiste, mais il faut pouvoir avoir au moins une transparence au niveau de l'exécutif telle que ça crée une pression saine. C'est ce que nous allons donc essayer de faire à travers des premières expérimentations d'évaluation, de la modélisation suffisamment rustique, mais pour pouvoir la diffuser au niveau des managers et qu'ensuite nos managers puissent être en capacité d'avoir au moins le réflexe de dire je veux faire une évaluation avant de lancer un projet. Et je sais déjà un petit peu, voire un petit peu plus qu'un petit peu, ce qu'il faut faire pour faire une évaluation. L'idée, c'est qu'on ne présente pas à l'arbitrage politique, même si la commande est politique au départ, des projets qui n'ont pas fait l'objet d'évaluations hantées et envisager des évaluations ex post ensuite pour vérifier que ce que nous avons proposé, nous l'avons tenu et pourquoi nous avons des écarts. C'est quelque chose de très pragmatique. C'est en fait une façon de dire, c'est le respect de la dépense publique qu'on a évoqué tout à l'heure.
On va le retrouver à travers une véritable information de l'élu sur des critères objectifs d'évaluation qu'on aura suffisamment préparés. Et on va ensuite réfléchir, si on a des écarts, aux raisons de ces écarts. Malheureusement, ces écarts, par définition, par expérience plutôt, sont très souvent négatifs. Pas toujours, heureusement. Très rarement positifs, mais pourquoi pas. Et vérifier à quel moment, entre l'évaluation et l'application, ça a dysfonctionné et on a oublié où il s'est passé quelque chose. Voilà donc l'idée de cette mission évaluation, composée de 4 à 5 cadres d'experts qui auront une vision transversale et ensuite qui vont aussi apporter de la formation et de la diffusion de culture à travers la formation des cadres. On a aussi créé un réseau interne d'auditeurs. Alors j'ai vu en relisant qu'il manque un S à auditeur, vous m'en excuserez, donc vous le mettez mentalement. Un réseau d'auditeurs de gestion. Alors nous avons, sur le modèle des démarches qualité, imaginé un dispositif dans lequel on a fait appel à candidats pour que des cadres A ou B, qui ont quand même un minimum de culture de finance, de gestion, d'intérêt en tout cas pour la question, puissent se porter candidat pour faire des missions flash qu'on intègre dans des missions plus larges ou parfois qui suffisent quand on fait par exemple une réorganisation, qu'on a besoin de faire un benchmark, qu'on a besoin de faire une étude, etc. Ce sont en fait des briques d'un ensemble quand on fait une réorganisation, par exemple, on a besoin parfois d'informations très rapides sur quelque chose qui demande 5 à 10 jours de travail en plus du projet. Et plutôt que d'appeler des consultants qu'on n'appellera d'ailleurs pas pour 10 jours de travail, ni ne pas le faire, on fait une sorte de fiche d'intervention que l'on propose à nos intervenants. Donc on en a eu une soixantaine c'est ça que Christophe est là, une soixantaine, 70 personnes qui se sont portées candidates. On les a sélectionnées, on en a éliminé assez peu. Et on leur donne à tour de rôle des missions flash comme ça qui font en général une dizaine de jours de travail sur 2 semaines, 3 semaines avec l'engagement des directeurs de les laisser faire cette mission. Pour qu'on n'ait pas de débat trop long avec les directeurs, on fait faire 1 à 2 missions maximum par an à chaque équipe. On en est à la 5e, donc ça fait 10 à 12 ou 13 personnes, des fois ils sont 3, qui auront participé en une année à ces missions. On va monter un peu en puissance. Il y a un rendu auprès de la direction générale, il y a un rendu bien entendu auprès du donneur d'ordre qui est une direction en général et accessoirement on va constituer des banques de données diffusables avec un petit forum pour qu'il y ait des échanges d'expériences entre tous les auditeurs. Mais l'idée aussi, c'est que ces auditeurs qui ont été formés, alors j'ai été un peu rapide, qui ont eu une formation spécifique, un peu au contrôle de gestion, un peu à l'analyse, un peu à l'évaluation, qui en tout cas ont monté déjà quand même dans certains niveaux, puissent retourner dans leur direction et encourager aux bonnes pratiques en disant mais moi j'ai fait une mission, j'ai vu ci, j'ai vu ça, attention là on peut peut-être faire comme ci, là on peut peut-être demander une mission, là on peut peut-être organiser un peu mieux les choses en termes de tableau de bord, en termes de pilotage, etc. Pour qu'on ait par capillarité une diffusion de cette culture du management. Je passe à la suivante, sans faire de bêtises. Un dernier exemple d'innovation, enfin, pour pas toutes peut-être on reviendra sur les questions parce qu'on n'aura pas le temps de les voir les 10. On va aller plus vite. Alors bon, en masse salariale, je vais aller vite, vous voyez ce que ça peut être. On a en revanche mis en place un dispositif qu'on appelle le dispositif d'accompagnement des managers, c'est-à-dire le DAM, DAM, du coup tout le monde se souvient du nom, qui est un dispositif qui concerne tous nos managers. On en a identifié 1400, 1000 managers de proximité et 400 managers avec des guillemets stratégiques. Les 1000 managers de proximité, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui vont tourner une maison comme Toulouse Métropole et Ville de Toulouse. Ce sont les directeurs de crèche, ce sont les responsables d'équipements sportifs, ce sont les responsables d'ateliers des espaces verts, enfin toutes ces équipes qui sont, quand on arrive à les reprendre au niveau de la métropole, représentent 1000 personnes, qui n'ont pas eu de culture de management ni de formation en général, qu'on a mis là au hasard des circonstances, certains étant très doués et réussissant très correctement, d'autres n'ayant vraiment pas du tout été préparés et souffrant un peu, voire beaucoup. Mais quand eux souffrent, les agents souffrent et la collectivité souffre. Donc on a monté un module spécifique, on a d'abord fait une présentation spécifique à ces 1000 managers de proximité. Idem pour les managers stratégiques, directeurs, chefs de service et autres, mais dans un module un peu différent, où vous pouvez lire ce qu'on a à peu près fait avec eux. On les a reçus en une séance d'une journée, donc ça nous a fait une 40aine de journées. J'ai participé à un assez grand nombre d'entre elles, tout au moins en ouverture. Les directions ressources sont venues présenter de façon très constructive leurs propositions donc de partage et de conseils, et non plus simplement d'explication de ce qu'elles faisaient. Et quand je ne pouvais pas y être, on avait monté des vidéos qui permettaient en 15 minutes de dire ce qu'on souhaitait présenter comme message. Donc ça a eu un très bon succès,
créé une grosse attente et on est maintenant en train de monter à la fois des modules de formation pour les formateurs internes pour qu'ils puissent intervenir de façon récurrente, mais également définir les cahiers des charges. Alors en interne pour tout ce qui est très produit interne, avec la délégation régionale du CNFPT, on va travailler pour un certain nombre de choses et bien sûr de temps en temps, quand il le faudra, en externe. L'idée c'est d'apporter des réponses maison, mais à des pratiques standards, je dirais, d'être dans les règles de l'art de la bonne pratique, mais en les appliquant à la spécificité ville et métropole de Toulouse pour que ça puisse être immédiatement opérationnel et que ça corresponde au contexte dans lequel on se trouve. Donc ce DAM qui avait été présenté, alors j'ai sauté des étapes, on a monté un comité de modernisation qui est présenté à Jean-Luc Mounac, le président de la métropole, tous les 6 mois. On va en faire un bientôt. Ce DAM avait été présenté au comité de modernisation et on avait de ce fait le portage politique du président qui nous a aussi très objectivement libéré quelques budgets en considérant que c'était un retour sur investissement à peu près assuré parce qu'à travers ce discours et ces outils de formation, on essaye de bouger les mentalités, de donner confiance aux managers en leur montrant qu'on va à la fois leur apporter des outils, mais aussi les soutenir et les aider, et comme je le disais tout à l'heure, se substituer quand la situation devient complexe. Il y a 3 sujets dans lesquels on leur a demandé déjà d'intervenir de façon beaucoup plus directe. Ce sont les actions en matière de lutte contre l'absentéisme, en allant beaucoup plus au contact avec des formulaires, des méthodes tout à fait professionnalisées, mais au contact des personnes en difficulté, avec d'ailleurs de la bienveillance. C'est pas du tout du contrôle, a priori, c'est plutôt de la bienveillance. Ça peut ramener des fois au contrôle. On a demandé d'intervenir davantage en matière de sanctions disciplinaires, non pas pour le plaisir de le faire, mais pour mettre de l'équité, parce que c'était pas quelque chose qui était suffisamment stabilisé et les pratiques étaient trop divergentes, ce qui fait qu'au moins pour les premiers niveaux de sanctions, ça ne fonctionnait pas bien. Donc on essaie de y mettre le motif totalement justifié d'équité. Et puis on leur demande d'intervenir dans le dialogue social aussi, en faisant en sorte que quand il y a un petit souci, voire un peu plus gros souci, mais qui est très métier, ils se sentent totalement concernés, encore plus que la direction des ressources humaines et pas l'inverse, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui va être un peu plus long à mettre en œuvre parce qu'il faut leur donner l'habitude du dialogue social, de la façon de s'exprimer en face de nos partenaires sociaux, de ceux qu'ils ont comme marge pour pouvoir s'exprimer ou ceux dont ils n'ont pas la marge, et quelque part amener à une certaine maturité. Mais ça permet de beaucoup démultiplier le dialogue social, de prévenir beaucoup plus les crises, et ça nous donne des bras armés, si on arrive à faire les choses de façon homogène, considérable par rapport au fait qu'il y a un embouteillage aujourd'hui, sinon, de dialogue social, et donc, quelque part, des effets pervers qu'on connaît bien, les réunions sont trop tardives, le temps consacré n'est pas suffisant, et au final, il y a un mécontentement général, alors que pourtant, on a passé et consacré beaucoup d'énergie. Donc, c'est bien l'idée de dire, avec nos managers, on va avoir des leviers partout sur le territoire, et on va les suivre en permanence, en appui et en conseil, pour qu'ils puissent soulager la pression managériale de la direction générale, qu'on puisse faire davantage de stratégie, qu'on puisse avoir un dialogue avec l'exécutif qui soit plus, soit sur les urgences, les questions évidemment de proximité, mais aussi davantage de stratégie. Vous parlez d'urgence justement. Est-ce qu'on pourrait évoquer un dernier point et revenir sur les questions-réponses sur d'autres thèmes ? Je vais juste les défiler pour pas être trop long. Donc ça, je l'en ai parlé, ça, j'en ai parlé. Sachant que les 3 derniers points seront évoqués dans l'atelier 3 cet après-midi. J'arrive à la conclusion, Monsieur Carassus. Voilà, donc l'idée, responsabiliser l'encadrant, définir clairement leur mission, encourager l'innovation et l'expérimentation. On est très actif sur l'Open Métropole, alias Smart City. J'ai mis sur le stand Optima à l'extérieur une 50aine de documents réalisés par Toulouse Métropole sur l'Open Métropole. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention. Accompagner en interne le changement et développer les outils de la reconnaissance. Ça, c'est le chantier à mener dans les temps qui viennent. On l'a encore assez peu entamé. Et c'est un sacré défi qui nous est donné parce que demander beaucoup plus à nos managers, c'est aussi les reconnaître quand ils font ce que l'on attendait d'eux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Thomas. Dernière intervention, Christophe Favoreux, donc professeur à Toulouse Business School, qui va nous faire le lien avec la pratique et la théorie. Donc, bonjour. Je suis désolé, tu interviens en dernier, donc tu vas être un peu compressé par le temps. Gagner. Bon, j'avais pas beaucoup de transparent, mais à chaque fois, donc j'ai cette complexe tâche d'essayer de relier théorie et pratique. Alors qui était complexe auparavant, qu'il est de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'avant, effectivement, il y avait un décalage entre ce que l'on enseignait, la recherche en stratégie publique, et les pratiques réelles des collectivités locales, le doute aussi, la suspicion vis-à-vis de cette notion qui vient du privé et des modèles. Et je vous montrerai que ce sont principalement des modèles
issus des entreprises. Et aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que cette tâche elle est moins compliquée parce qu'il y a des pratiques qui sont relativement développées dans les collectivités locales. Il y a une orientation beaucoup plus favorable vis-à-vis des projets stratégiques, des plans stratégiques. Alors pourquoi ? Le contexte, on l'a évoqué, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus contraint. La solution de court terme, on l'a évoqué aussi, c'est la stratégie du rabot, de couper de manière uniforme, sans distinguer, qui est la plus peut-être préjudiciable, notamment au niveau de la qualité des services publics. Et puis la solution qui est aussi de plus long terme à ce moment-là. De dire finalement, on va essayer de prioriser l'action publique, d'effectuer des choix. Donc c'est la stratégie. La stratégie, c'est faire des choix en fonction de données, de diagnostics, d'éléments dits objectifs. Et donc, faire des choix, intégrer le long terme, l'aspect systémique, dire que finalement les enjeux sont interdépendants, économiques, sociaux, urbains, c'est de l'analyse stratégique, c'est de la stratégie. Donc, il y a un besoin qui est de plus en plus fondamental, qui est reconnu par les praticiens, par les chercheurs, mais en même temps, il y a un décalage, ce qu'on voit dans la recherche, c'est qu'il y a un décalage entre la volonté et puis les résultats qui sont atteints. Il y a énormément de doutes parce que finalement, les résultats qui sont générés par ce type de démarche sont pour certains relativement limités. C'est énormément d'investissement, il y a peu d'opérationnalité de ces plans stratégiques, peut-être parce qu'on les évalue sur la base uniquement des résultats directs et pas des effets indirects. Et d'autre part, il y a un décalage ou un découplage entre cette gestion stratégique et la gestion budgétaire. Donc on peut se dire, mais quelle est l'opérationnalité de ces plans stratégiques ? Alors, autour de ces démarches, il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels les chercheurs, mais aussi les praticiens travaillent. Les principaux enjeux, c'est quels sont les objectifs, quelles sont les finalités qui doivent être associées, qui peuvent être associées à ces démarches. Il y a plusieurs types de démarches, c'est pour ça qu'on parlait de stratégie, mais il y a des démarches prospectives de très long terme, il y a des démarches qui sont plutôt locales, comme on a vu à Pau, qui prennent une politique publique. Il y a des grandes messes sur une stratégie pour l'ensemble des composantes au sein de la collectivité locale. Et donc, ce n'est pas les mêmes finalités. C'est pour ça que parfois, il y a un peu des affections par rapport aux résultats atteints. Quels facteurs clés de succès ? Il y a aussi énormément de recherches qui font qu'est-ce qui favorise la mise en place de ces démarches, quels sont les éléments contextuels, organisationnels qui permettent la mise en place et le déroulement de ces plans stratégiques. Quel dispositif organisationnel, là aussi, et quel dispositif méthodologique. Il y a énormément de recherche et d'innovation à ce moment-là. Quels sont les outils ? On l'a vu avec Pau, on l'a vu aussi avec Angers. Quelles sont les techniques qui permettent de rationaliser les choix, de conduire le diagnostic ? Et ça, il y a pas mal de choses qui se font. Et aussi, après, c'est la gouvernance. Comment on pilote ces démarches ? Quels sont les rôles des acteurs publics, des acteurs politiques, des responsables administratifs ? Où est-ce qu'ils interviennent ? Quelle est leur fonction de légitimation de la démarche ? Donc, il y a énormément de choses. Il y a un enjeu, je vais juste, et je serai assez rapide, un enjeu fondamental, donc je vais parler, c'est en fait quelle logique dominante de planification stratégique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le modèle que l'on a, qui vient du privé, et moi, quand j'avais commencé mes travaux il y a une vingtaine d'années, je travaillais énormément j'avais travaillé sur 3 cas, notamment Lyon 2010, Barcelone, et en fait, ces démarches stratégiques qui étaient pionnières à l'époque, il y a 20-25 ans, elles viennent de villes américaines qui elles-mêmes l'ont emprunté au privé, au secteur privé. Le modèle qui est à gauche, c'est le modèle rationnel de planification stratégique. On part du plus général, on a un modèle descendant, déductif, on part des diagnostics, on fait de la formulation, de l'implémentation, puis de l'évaluation. Je montrerai les présupposés très rapidement, et on décline mission, programme, action. Il y a un autre modèle qui est en train de se mettre en place, aussi bien dans le public que dans le privé, qui est plus complexe, qui est assez intéressant, qui est un modèle dit d'abord collaboratif, inter- et intra-organisationnel, qui est beaucoup moins descendant, qui va décloisonner l'organisation à la fois d'un point de vue vertical, horizontal, et qui est aussi interactif, c'est-à-dire que le local, l'émergent, a un impact aussi important que le planifié, que le global. Donc c'est un modèle qui est relativement intéressant, qui se met en place dans le privé, aussi dans le public. Et ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de modèle type aussi, il n'y a pas de pratique, de meilleure pratique. Il y a des démarches qui sont plus adaptées à des contextes, à des caractéristiques locales. Et l'idée du chercheur, c'est de comprendre quelles sont ces caractéristiques et quelle est la meilleure méthode par rapport à ces éléments contextuels. Sur le premier modèle, très rapidement, ce modèle de mission, programme, action, c'est une approche à la fois rationnelle et déductive. C'est l'idée de dire que finalement, on peut, à droite, j'ai mis les présupposés. Ils sont relativement forts. C'est pour ça que l'opérationnalité de ce type de démarche, parfois, est relativement faible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre, on peut analyser l'environnement, on peut caractériser les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses,
et on peut programmer le futur d'une organisation. C'est un présupposé qui est relativement lourd quand on voit la complexité d'analyse, de compréhension de cet environnement, quand on voit la difficulté à anticiper les changements, et notamment au niveau des collectivités locales, dans tout ce qui est financement, tout ce qui est partie budgétaire. C'est une démarche qui est formalisée et procédurale. On vous explique que finalement, il y a plusieurs étapes à respecter. Et en les suivant bien, on arrivera à une stratégie qui sera comprise, acceptée par tout le monde, et qui est tellement rationnelle qu'elle va être mise en œuvre. Et puis, c'est une démarche donc, qui est descendante, dans le sens où on a cette cascade stratégique, des objectifs stratégiques, on a les actions opérationnelles. Donc tout se déduit, et d'un point de vue... Alors, avantage, c'est cette idée de rationalisation, ce référentiel unique, l'idée qu'on standardise, on harmonise les processus, toutes les politiques publiques sont articulées sur le même principe, mission, programme, action. C'est une simplicité d'utilisation. L'intérêt, c'est qu'on inscrit l'action publique dans des logiques pluriannuelles, on intègre l'aspect systémique aussi, on essaye de voir les interdépendances entre les politiques publiques. Les inconvénients, vous les avez à droite, et ils existent, c'est que ça peut très rapidement devenir une démarche technique, très technocratique, après, à partir de l'ensemble des informations à collecter, à transférer, à utiliser. Et parfois, ces démarches, d'ailleurs, sont captées par un organisme, ça peut être une agence d'urbanisme, ça peut être un dispositif de pilotage spécifique qui va centraliser et qui arrive souvent à une vision très cloisonnée, très verticale des politiques publiques et par institution. Je vite parce que l'autre démarche, l'autre approche, l'approche collaborative, c'est de dire que finalement, l'action publique résulte de plus en plus d'échanges, d'interactions intra- et interorganisationnelles. Les enjeux aujourd'hui sont tellement complexes qu'aucune organisation, qu'aucun acteur ne peut les gérer seul. On est obligé de toute façon de passer par de la collaboration, en interne comme en externe. Et donc les savoirs, les connaissances sont partagées, les ressources aussi. On va utiliser des démarches beaucoup plus interactives, beaucoup plus intégratives. Et donc on va mélanger à la fois l'émergent, le planifié, on va co-construire ces politiques publiques. Et ce modèle est intéressant parce qu'il reconnaît l'aspect politique. On peut avoir des outils, on peut produire de l'information rationnelle. In fine, le choix, il est politique, il peut résulter d'éléments politiques, c'est-à-dire des logiques de marchandage, de négociation, de compromis qui sont pertinentes, qui ne sont pas critiquables, mais qui existent dans le secteur public, aussi dans le secteur privé. Mais donc là, l'idée, c'est de donner ces éléments d'information, d'impliquer. Ça favorise un changement qui est beaucoup plus partagé, qui est diffusé parce qu'il y a une implication des différentes parties prenantes. Et ça aussi, ça permet de lier l'opérationnel et le stratégique. On part souvent aussi de l'existant, de l'opérationnel, ce qu'on a vu dans certaines démarches, pour l'intégrer au stratégique. Les inconvénients, c'est que c'est une démarche qui est relativement longue, qui, en multipliant ces interactions, ces échanges, cette collaboration, c'est très consommateur en termes de temps et de ressources, ça nécessite une présence terrain très importante. Et d'autre part, l'importance du local et de prendre en compte l'existant fait que la partie stratégique peut être renégociée, modifiée, et ça peut être pris pour de la versatilité politique. Je vais aller sur la conclusion de ces démarches. Alors, il y a plusieurs catégories de démarches. L'aspect rationnel, du collaboratif, il y en a un petit peu intermédiaire. Généralement, quels sont les enjeux et les limites de ces démarches ? Mais il faut l'avoir en tête pour comprendre l'intérêt aussi. Elles sont très fortement consommatrices de temps et de ressources. Il faut affecter des moyens relativement importants. Il faut l'avoir en tête dès le départ. C'est des démarches qui s'inscrivent dans le long terme et qui sont parfois en décalage avec les attentes des élus, des acteurs qui, eux, ont des urgences sociales, des urgences de court terme, des urgences financières et budgétaires. Et très souvent, on nous demande finalement de résoudre ces problèmes-là à partir de démarches qui ont un certain temps d'implémentation et de production de résultats. C'est des démarches qui aboutissent à des stratégies qui parfois sont, et souvent sont en décalage avec la structure organisationnelle existante. On reste sur des structures hiérarchiques en silo par direction. Or, de plus en plus, ces démarches arrivent, ou préconisent des approches transversales. Et on a un décalage entre les stratégies, les politiques publiques qui sont préconisées et l'organisation qui existe en tant que telle. Et donc, la stratégie devrait déterminer la structure, modifier la structure, et très souvent, ce n'est pas fait. Toujours une difficulté à relier le processus budgétaire et le processus stratégique, et ça on l'a en France, mais vous l'avez dans des tas de pays, notamment les pays anglo-saxons, le fait qu'on a deux éléments autonomes, la stratégie et la budgétisation, ce qui est complètement incompatible, irréaliste. Des approches contingentes, et là c'est l'intérêt aussi des chercheurs de bien comprendre quelles sont les caractéristiques sociopolitiques des territoires pour essayer de trouver la démarche la plus adaptée. Il n'y a pas de meilleure démarche. Et la nécessité aussi de disposer d'outils, de systèmes d'information, ce qui a été fait à Angers, d'outils de pilotage spécifiques pour justement appuyer
cette base informationnelle qui est en amont de ces processus. Et toute la partie évaluation était extrêmement importante, l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation des besoins sociaux, et c'est ce qui manque dans ces démarches. Pour finir, très souvent on s'aperçoit que les collectivités partent directement sur la formulation d'objectifs, et que la partie diagnostic, tout ce qui est évaluation, est manquante, ce qui est aussi un des problèmes. Voilà, donc j'ai terminé très rapidement. Merci Christophe. Donc un premier état assez dense, vous l'aurez noté, de ces problématiques-là de projection, de planification stratégique, avec des points d'entrée différents. Angers sur un point d'entrée très général, une démarche de long terme, la ville de Pau plus sur un aspect spécifique qu'est le patrimoine. Thomas avec une perspective organisationnelle et de conseil en gestion, et Christophe qui a essayé de faire le lien entre ces éléments. Donc plusieurs questions sont arrivées par tweet ou SMS, donc je vous propose qu'on commence à les évoquer. Vous pouvez en poser d'autres, j'essaierai de les mettre sur le papier. On va aussi bien sûr donner le micro à la salle. Il y a deux étudiantes qui sont là à votre disposition, il suffit de lever la main. Je prends la main sur une des questions qui m'ont déjà été posées, mais n'hésitez pas à appeler le micro. Il y avait peut-être dans l'ordre une première question qu'on n'évoquera pas. Il y avait une question du conseil départemental à Lozère sur le droit à l'erreur. Je vous propose qu'on l'évoque, mais cet après-midi, puisqu'il y a un atelier numéro 3 qui est plutôt sur la RH et la culture organisationnelle, et on évoquera bien évidemment sur des problèmes de management cette problématique du droit à l'erreur, du droit de l'expérimentation, et notamment Romans-sur-Isère qui viendra évoquer cette question. Donc je la mets de côté en attente pour tout à l'heure. Il y avait une première question par contre qui est revenue 2 fois, notamment pour Angers, c'était le positionnement des administrés. Là on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Est-ce que vous ouvrez cette problématique de révision des politiques publiques à la lecture des administrés, leur avis, l'intégration de leur opinion? Alors, comme je vous l'ai dit, ça s'est rassemblé sur 6 mois, mais néanmoins, sur la période 2015, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont greffés sur la démarche de relecture des politiques publiques, comme les assises du sport, où il y a une consultation de l'ensemble des acteurs du sport qui a permis d'enrichir cette partie-là. Il y a aussi toute la partie au niveau des forums de la vie associative, où on a aussi travaillé sur ces parties-là, qui ont permis d'enrichir ces éléments-là. Donc on a 3-4 événements qu'on retrouve régulièrement, sauf le sport, parce que ça s'était fait spécifiquement dans le cadre de la relecture des politiques publiques, mais il y a 3-4 événements où on consulte la population, et bien sûr on s'en est approprié, mais il n'y a pas eu d'action en dehors du sport permettant de recenser tous les besoins. Donc on a exploité l'existant, plus une action spécifique sur le sport, où là il y a vraiment les assises du sport avec la volonté de dérouler toutes les politiques publiques avec tous les acteurs. Un peu comme Villeurbanne qui avait mis en place, je ne sais pas si vous avez vu le projet sportif local, ils avaient au moment où ils ont mis en place ce projet sportif local fait une enquête, enfin il y a un avis, des réunions avec la population, les associations, tous les organes à l'office municipal du sport de Villeurbanne, etc. Pour ouvrir et pour alimenter finalement l'objectivation, le sens à donner aux politiques publiques, peut-être quelque chose. Ce qui est fait aussi, alors c'est vrai que j'en parle pas parce que pour nous c'est des récurrents, mais sur toute la partie sociale, on a des rencontres de quartier qui sont organisées par le maire, donc ça c'est pas lié aux politiques publiques, mais ça vient enrichir avec les politiques publiques, avec les administrés, avec des conseils de quartier, donc qui viennent enrichir toute cette partie-là. Donc il y a déjà un dispositif de consultation, mais en dehors du sport, on n'a pas rajouté d'éléments supplémentaires, parce que l'idée, parce qu'on voit bien que le risque c'est de s'embourber dans un truc pareil, c'est de sortir rapidement au bout de 6 mois des propositions des acteurs de terrain, c'est-à-dire des directeurs des équipes, permettant d'abord des fois de déterrer des dossiers qui étaient un peu coincés, et puis d'avancer sur des arbitrages dans la perspective de l'innovation, donc le droit à l'erreur bien sûr, et aussi sur des enjeux d'économie, parce que c'est quand même ça qui revient régulièrement. Il y avait une autre question sur la gestion du temps, on l'évoquait tout à l'heure, notamment pour Pau. Je pense que les gens qui vous ont entendu ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Peut-être on n'avait pas la gestion du temps, peut-être éclairer cette question-là. Depuis quand vous avez engagé ça? On y est allé progressivement en fin de compte, et ce qui a été le fait déclencheur, ça a été la très grosse réorganisation, mutualisation des services de la ville de Pau et de l'agglomération, où de nouvelles directions ont été créées, et pour la première fois elles ont été instituées maîtres d'ouvrage de leur patrimoine. Donc ça nous a obligés, parce qu'il y avait beaucoup d'interférences entre les directions, et chacun avait du mal à définir son patrimoine et se saisissait un peu de tout. Ça devenait un joyeux bazar.
on a été obligé à ce moment-là de se doter d'outils. Donc on a fait un inventaire du patrimoine complet à partir d'un recensement des fichiers qui existaient dans la collectivité qui était très épars. Donc ça c'était à peu près il y a 3-4 ans, si mes souvenirs sont bons. 2010, oui. 2009-2010. Et une fois qu'on a fait cet inventaire du patrimoine, on a fait une affectation de chacun des bâtiments aux principaux services utilisateurs. Donc on a fait une répartition par maître d'ouvrage. Et ça, en fait, ça a été le début de la prise de conscience des insuffisances sur la gestion patrimoniale. Entendu. Juste pour compléter, la ville de Pau, tout à l'heure, M. Brun le disait, clairement avec Optima, on a obtenu un financement de 3 ans il y a 5 ans de ça, pour faire un premier type de convention d'études où Johan Keroy a pu permettre d'engager son travail doctoral. Et à la suite de ce premier contrat de 3 ans, on a prolongé. Le premier contrat était plutôt sur le diagnostic, l'inventaire, la prise de connaissance des outils, le montage de la matrice à tout attrait. Et le deuxième contrat, qui est sur 2 ans, qui est en cours, puisqu'on est à peu près à mi-chemin, c'est un contrat qui, lui, concerne plutôt la partie stratégie patrimoniale, responsabilisation des directions, objectivation sur la politique patrimoniale et essayer de créer de la transversalité sur cette question-là au sein de la collectivité, en profitant de la réorganisation engagée par Nicolas Pernaut. Donc voilà, c'est un temps long, c'est forcément un temps long sur ce type de questions. Il y avait une autre question, à moins qu'il y ait une question dans la salle, une autre question pour Toulouse sur... le portage des élus sur cette question de modernisation. On a plutôt un point d'entrée qui est organisationnel. Et 2, la partie budgétaire. Quel est le volume des dépenses consacrées à ce plan de modernisation ? Alors, le portage, il est du plus haut niveau puisque c'était on a créé une délégation que l'on m'a confiée, qui est située tout de suite auprès du directeur général des services et le président de la métropole, quand il est arrivé aux affaires il y a 2 ans, avait souhaité créer cette délégation pour pouvoir justement regarder les politiques publiques, regarder le fonctionnement de la collectivité. Il avait une connaissance de cette collectivité ancienne et il sentait sans doute que il sentait forcément que les choses évoluaient beaucoup et que c'était un des éléments forts qui pouvait permettre de répondre à l'attente des citoyens en étant quand même objectivement aussi amené à optimiser les dépenses. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a quand même aussi derrière, mais c'est pas c'est ça que j'ai souhaité habiller la mission, un travail important sur l'optimisation des dépenses. Donc c'est une mission qui est placée tout de suite à côté du directeur général des services et j'ai toute la délégation directe sur les fonctions ressources. Mais au-delà de ça, j'ai une capacité à aller dans tous les domaines transversaux pour pouvoir mener les politiques et rencontrer tous les directeurs et ça se passe très bien, je fais ça avec mes collègues. On n'a pas du tout de problème de blocage au niveau du portage. On a donc organisé 1 fois par an ou 2 fois par an un comité de modernisation de l'action publique, je ne l'ai pas développé, dont j'ai très vite parlé, qui réunit le président de la métropole, 4 ou 5 élus. En fait, pour être tout à fait honnête, il l'a plutôt fixé au niveau municipal à ce stade parce qu'il faut peut-être y aller progressivement pour ensuite amener la culture jusqu'au niveau de la métropole. Mais on a donc un comité lors duquel je présente 5 à 6 thèmes d'innovation, le dispositif d'accompagnement des managers, diagramme, le dispositif des auditeurs internes, je vais présenter là, mais aussi des réformes lourdes sur l'évaluation, etc. Et on a comme mission de présenter chaque fois le bilan des actions menées, donc devant le président et quelques élus. Et c'est 2 heures de dossiers très bien préparés où on est pilonné de questions. Donc autant dire que c'est un sujet qui est partagé. Mais une fois qu'on a fait ça, on se sent très bien porté pour pouvoir continuer à aller au fond de l'administration, évoquer tous ces sujets. Et quant à l'aspect financier, il est resté extrêmement modeste à ce stade, sauf mon traitement personnel, puisque ma mission consiste plus à être en transversalité. J'ai une assistante, j'ai des aides extérieures quand je peux, mais je fais surtout beaucoup de travail en interne avec les services existants. Et j'ai actuellement une petite mission d'audit interne pour pouvoir me permettre de restructurer un peu tout ça, mais c'est dans des budgets extrêmement modestes. Donc c'est quelque chose qui n'a, à part le fait d'avoir créé cette délégation, à travers la nomination d'un cadre supérieur, il n'y a pas de frais ou de dépenses particulières. C'est vraiment un travail interne et c'est aussi un objectif de ne pas coûter particulièrement cher pour pouvoir faire des innovations qui sont critiquables par d'autres aspects. Je précise juste que là où on va dépenser un peu de sous, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les formations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on
un peu plus accentuées, et elles sont surtout très adaptées au dispositif d'accompagnement des managers, mais ce ne sont pas des dépenses externes ou des recrutements particuliers d'équipes lourdes. Voilà. Une autre question pour continuer. On va essayer de faire des réponses courtes parce qu'il y en a pas mal. On a souvent l'impression, quand on met en place ce type de dispositif, qu'un agent peut avoir l'impression que finalement il y a des dispositifs qui sont plutôt de surveillance, d'inspection, de contrôle, au sens péjoratif du terme. Comment faire prendre conscience aux agents que ce sont des dispositifs qui sont plutôt d'aide, d'accompagnement, d'optimisation, de maîtrise? Comment vous... une question... Je vais répondre plus vite. Je pense que d'abord, en ayant vraiment fait passer le message aux managers, eux-mêmes vont passer ce message en proximité et par leur comportement vont démontrer que ce n'est pas du flicage ou du contrôle. Donc on est très attentif au comportement des managers. Il y a du travail parce que certains n'ont pas encore cette habitude, mais il faut vraiment qu'ils montrent qu'ils sont bienveillants dans le bon sens du terme et accompagnants, bien entendu, jusqu'au moment où il faut l'être. Et donc ça c'est la première réponse, je voulais en faire une seconde, mais en répondant j'ai dû faire les deux en même temps. Donc voilà, on a mis en place, et le deuxième c'est qu'on a un dialogue social, oui, très fort, comme je l'ai dit. On présente toutes ces choses nouvelles à nos partenaires sociaux. Par exemple l'évaluation de politique publique, ça leur a bien plu. Dispositif de command manager, on l'a évoqué sans en faire un point, ça leur a bien plu. Ça leur plaît moins quand on est sur la lutte contre l'absentéisme, bien sûr, parce qu'il y a aussi des choses plus concrètes à mettre en œuvre. Mais c'est un très fort dialogue social qui permet aussi d'accompagner. Une question pour Christophe Favoreux. Tu parlais tout à l'heure de versatilité de ce type de projet stratégique du fait des mandats politiques et donc d'un effet quelque part temporel et pouvant changer. Comment on peut lutter contre ces défaillances, ces dysfonctionnements potentiels et le fait que la stratégie soit une stratégie de plus long terme? Je crois que c'est M. Brun tout à l'heure qui parlait de Pau 2030. S'il y a changement de municipalité, comment on peut faire pour que ces stratégies puissent être plus durables? Cet aspect collaboratif, cet aspect partagé, ce qui s'est passé à Lyon, d'ailleurs c'est un des exemples à Lyon 2010, c'est-à-dire que quand on regarde ce schéma, c'est une sorte de schéma d'agglomération mais de prospective, il a duré sur 3 mandats différents, de 3 maires différents. À partir du moment où c'est un projet qui est beaucoup plus collaboratif, qui implique une plus grande diversité de parties prenantes, c'est très difficile de le remettre en cause par la suite. S'il est partagé, un changement effectivement à un politique peut difficilement venir faire table rase de ce qui a existé. Donc ça, c'est un des éléments. Ça arrive aussi dans les entreprises. Un changement de direction, ça peut entraîner la fin d'une stratégie. Mais par justement cette idée de partage, de pilotage, on peut l'inscrire dans le temps. Juste pour ce qui s'est passé d'ailleurs, quand une démarche est portée par un seul acteur et s'identifie à un seul acteur, il y a un risque énorme que lors de son départ, cette démarche soit abandonnée. Ce qui est arrivé pour le CNES, avec la matrice à tout attrait, c'était Yannick Descata qui avait introduit ça venant du commissariat à l'énergie atomique, il avait mis en place dans le CEA. Il a porté cette démarche, il faut une identification, le rôle du leader est très important, politique, mais en même temps, il y a un risque, c'est qu'il y a une tellement forte identification, c'est que dès lors que ce leader, ce politique part, ça part avec lui. Donc l'idée de partage, de collaboration limite ce risque-là. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être une réponse complémentaire, est-ce qu'il y a une dernière question parce que le temps presse et on a déjà pas mal avancé. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Monsieur Gillard, peut-être une réponse complémentaire? Oui, nous on a été confrontés à ces difficultés-là, c'est-à-dire qu'on a construit le système en intégrant l'ensemble des acteurs, parce qu'on l'a fait en fait pour rentrer sur la nomenclature des politiques publiques, on n'est pas rentré par une approche par le haut, on est rentré par je regarde toutes mes imputations, en fait ce que je fais, généralement ce que je fais ça coûte, et je range avec les acteurs. Et on s'est débrouillé dès le départ, parce qu'on savait quand même que c'était chaud avec les élections, on s'est débrouillé pour que les termes utilisés soient vraiment des termes standards. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des termes qui collent à un projet de mandat. Une politique sportive s'appelle une politique sportive. Ça ne s'appelle pas une politique sportive en faveur, etc., etc. Donc ce qui fait que quand ils sont arrivés, la nouvelle équipe, ils se sont appropriés les termes, parce que les termes ils ont bien vu qu'ils vont s'inscrire dans la durée. On a aussi implémenté l'outil. Donc, effectivement, on peut casser l'outil. Mais en ayant implémenté l'outil, c'est beaucoup plus compliqué quand même, parce que c'est très structurant. Toutes nos délibérations sont structurées par politique publique. Tous nos classements des agents sont structurés par politique publique. Toutes nos imputations aussi. Donc, on peut effectivement ajuster. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leurs pattes dessus. Mais ils sont surtout appropriés la démarche pour profiter de l'occasion de revisiter l'ensemble des politiques publiques en peu de temps. Et est-ce qu'il y a un retour vers la population? On évoquait tout à l'heure l'implication de l'administré en amont, notamment sur le sport. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a un partage des choix
à la population? Pour l'instant, on est sur du très pragmatique. C'est ce que j'ai présenté dans les éléments. Donc, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, ça passe en délibération. Et à chaque fois que ça passe en délibération, ça passe aussi dans le système de la communication classique. Donc, il y a un retour forcément. Mais on ne dit pas que c'est une relecture des politiques publiques, parce que tout le monde s'en fout. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé et pourquoi. Donc, on rentre plutôt par ça, par le sens, quoi. En fait, ce qui est important, c'est porté par le sens. C'est pour ça que, comme on l'a dit à l'instant, c'est vraiment les acteurs de terrain qui ont la connaissance. C'est pas le conseil de gestion qui va être capable d'apprécier si telle chose est plutôt bien gérée. Elle peut accompagner, mais la connaissance, elle est bien au niveau des acteurs. Une dernière question, peut-être, dans la salle. Moi, j'en ai plein. Je pourrais rester là toute la journée, poser des questions sur cet atelier. Une question là. Et après, on ira en pause parce que sinon, on va tarder pour le déjeuner. Bonjour, moi j'avais juste une question, c'était sur, on a parlé que les projets stratégiques pouvaient recouvrir différents plans de mandat, démarches prospectives, démarches sur une politique particulière, etc. C'est quelle articulation entre tout ça et comment l'ensemble vient alimenter le projet de territoire ou voilà, comment ça se décline et même s'il n'y a peut-être pas vraiment d'ordre, j'imagine qu'il faudrait quand même décider de l'horizon vers où on va et à partir de là décliner tout le reste. On n'a pas beaucoup parlé des agendas 21, les projets de territoire qui sont des projets de territoire développement durable, leur place dans tout ça par rapport au plan de mandat, etc. Alors je me permets de donner une réponse assez rapide. En fait, jusqu'à présent, quand on a accompagné les collectivités sur ces thématiques-là, on pensait, à tort, les premières années qu'on a justement travaillé sur des problématiques de planification stratégique, on pensait que la solution était dans l'élaboration d'une segmentation unique, une segmentation stratégique unique. Un peu dans le premier sens qu'a présenté Christophe tout à l'heure, d'une démarche très top-down, très centralisée, imposée par le haut. Aujourd'hui, on est plutôt parce que les chercheurs évoluent aussi, et on peut faire des bêtises et apprendre de nos pratiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'approche collaborative et avec l'idée d'une planification stratégique qui ait des axes de lecture qui soient différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part d'un constat où, par exemple, dans les collectivités, l'agenda 21, qui est une forme de planification stratégique orientée développement durable, est quelquefois déconnecté du plan de mandat ou du projet d'administration au sens organigramme. À terme, ce n'est pas possible parce qu'il y a quand même du lien à créer entre les éléments. Et donc, l'idée, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a une planification stratégique globale qui peut être alimentée par différents points de lecture. Une lecture qui serait plutôt territoriale, parce qu'il serait intéressant de savoir, moi, EPCI, qu'est-ce qui est fait dans mes communes qui sont membres. Une lecture qui serait plutôt transversale, type Agenda 21 ou PLH, plan local, enfin, de l'habitat ou de l'urbanisme. Donc je vais avoir des axes de lecture qui sont différents, mais avec un référentiel homogène, et ça a l'avantage finalement que les programmations stratégiques se parlent les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand moi, élu sur un plan de mandat, je décide ça, je vais voir quel est l'impact sur mon projet d'administration. Alors que jusqu'à présent, les programmations stratégiques fonctionnent de manière séparée. Donc l'idée, à terme, c'est de faire du lien entre ces segmentations stratégiques qui pour l'instant sont séparées et essayer de voir quels sont les impacts et les interactions entre ces segmentations stratégiques qui jusqu'à présent étaient plutôt, me semble-t-il, esthétiques et qui demain vont devenir très importantes dans l'aide à la décision, que ce soit sur le plan patrimonial, que ce soit sur la partie financière. Donc voilà la réponse que je pourrais donner. Je vous propose de ne pas prendre plus de retard. On fait une pause, 10 minutes, et on revient sur le second atelier mutualisation. Merci.